l'économie circulaire a fait mieux avec moi. Donc, suite à la très bonne présentation qu'on vient d'entendre, c'est une façon d'apporter une petite pierre à l'édifice, justement, pour contribuer à ce découplage qu'on souhaiterait tous, de découpler la consommation énergétique et la consommation des ressources à la croissance, au PIB. D'ailleurs, c'est ancré cette idée de découplage de la consommation énergétique et des ressources au PIB, c'est inscrit dans les gènes de l'économie circulaire. On va voir si l'économie circulaire, c'est quelque chose de nouvel. Après, à la fin, je voudrais qu'on s'interroge, parce que des fois, on l'a fait sans nous rendre compte. Et moi, j'ai envie de dire que l'économie circulaire, c'est plutôt nouvelle tendance pour des vieilles évidences. Parce que ce n'est pas si nouvelle que ça. C'est comme ça que je la vois, et je pense que vous verrez aussi. Donc l'idée, c'est vous donner, voilà comment ça va se passer la présentation, vous donner des clés pour situer cette économie circulaire dans le contexte humain, planétaire et local français qu'on est. Il ne s'agit pas, je ne veux pas juger si la transition est bonne ou assez. Simplement, je voudrais la contextualiser. Après, on va parler proprement des concepts, des principaux enjeux de cette économie circulaire, quels sont les défis, les opportunités, les acteurs. Et après, on va finir avec quelques petits exemples dans la région, voilà, en tant que nouveau modèle économique. Donc, l'économie circulaire, première partie, les contextes. Ça nous amène à nous situer, après, dans la continuité, encore une fois, de la présentation. Quand on a fini la présentation, voilà, on se rend compte, on est dans une situation, on est où là? Là, on est plus ou moins dans le juste milieu, là. On passe d'un monde, on se rend compte que notre système il était basé sur une façon, sur un type d'énergie, l'infrastructure est basée sur un type d'énergie qui est de moins en moins présente, des ressources que c'est aussi périmées. Quand je parle de ressources, c'est les terres rares, certaines matières premières non renouvelables. Et on va vers un monde, on souhaitera, une société décarbonée. Donc tout ça, voilà, on est en pleine transition, là, on est entre un monde ou un autre, on veut vraiment fermer la page de la révolution industrielle, c'est le monde sans pétrole, et paf, il y a une loi qui est validée, la loi de la transition économique, mais il n'est pas assez, il n'est pas suffisant, tout ça, mais c'est déjà un premier pas, et ça nous donne une sorte de feuille de route pour la suite. Donc cette transition énergétique voilà, va nous amener à passer de cette économie de ressources vers une économie verte. Alors on va voir les principaux objectifs de ces lois énergétiques en tant que ces objectifs, on va voir comment l'économie circulaire elle va s'inscrire, elle va répondre à être un moteur pour ces principaux objectifs de la transition énergétique. Donc, on parle dans la transition énergétique de 40%, de diminuer 40% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 par rapport à 1999. On parle aussi de réduire la consommation énergétique à la finale de 50% en 2050. Bon, donc disons que l'économie circulaire, elle va favoriser, je l'ai mis plus ou moins dans l'ordre, surtout dans la réduction des déchets. 50% ou notre objectif de la transition énergétique, c'est réduire de 50% des déchets mis en décharge à l'horizon de 2025. On va le faire avec une flèche mieux. Donc 40% des gaz à effet de serre de moins en 2030. On cherche aussi à réduire de 30% de la consommation d'énergie fossile en 2030 par rapport à 2012. Porter la part d'énergie renouvelable à 32% de l'économie finale de l'énergie 2030 et à 40% de l'électricité. On le verra aussi l'économie circulaire parce que c'était lié à l'éco-conception. Et la réduction énergétique finale de 50% de 2050 par rapport à 2012. Donc elle va contribuer moins à la diversification de la production pour baser 50% de la partie nucléaire. Mais en gros, l'économie circulaire elle est transversale dans cette vocation de la transition. Donc quels sont les moyens qui sont la transition? Bien résumé, hein, la transition va présenter des lois, des pistes et des stratégies autour des bâtiments, parce que c'est là où se trouve vraiment les grosses puits d'émissions de gaz à effet de serre et consommation énergétique, aussi bien avec les transports
elle va favoriser aussi les énergies renouvelables et elle va renforcer la sécurité sociale, nucléaire, pardon. Et là, il y a un point important de cette transition, c'est inscrit, donc de lutter contre le gaspillage et promouvoir cette économie circulaire. Donc voilà, on pose déjà les cadres, elle est vraiment bien présente dans la transition, c'est une partie importante de la transition. Et on va maintenant voir les concepts. Ça c'est les contextes, maintenant les concepts. Quels sont les enjeux, comment ils marchent, comment ça marche, comment c'est son fonctionnement, les piliers, quels sont les défis, quelles sont les opportunités. Donc la définition, il a plusieurs définitions pour l'économie circulaire. Donc on a la définition de la Fondation MacArthur, on a la définition des ministères, mais je choisis la définition de l'ADEME qui me paraît assez complète. Donc elle va parler d'un système économique d'échange et production, donc production, produits, services, hein, qui a tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, et vise à augmenter l'efficacité, on parle d'efficacité, de sobriété, de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en pas diminuant bien sûr la qualité et le niveau de vie des individus. Donc quand on lit ce concept-là, on comprend tout de suite que pour que ça se produise dans l'économie circulaire, pour qu'on rentre dans la démarche, on doit commencer par le commencement. Donc l'idée c'est vraiment commencer, voilà, remercier cette tendance d'économie linéaire qu'on se trouve maintenant, aujourd'hui, pour chercher un objectif de moins de pollution et moins d'utilisation des ressources et moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc cette tendance que tout le monde connaît, donc, là notre société était basée, après la révolution industrielle, dans une logique de production de masse et de consommation de masse. Donc notre PIB était fondé sur consommer, consommer, consommer. Et pour consommer beaucoup, il faut produire beaucoup et jeter beaucoup aussi. Parce que ça, on ne prévoyait pas qu'est-ce qui s'est passé comme ça. Donc quand on imagine ça, on comprend pourquoi ça existait l'obsolescence à programmer, on comprend pourquoi les gens s'étaient incités tout le temps à consommer. Donc l'idée c'est remplacer cette tendance pour une tendance circulaire dans laquelle, dans l'idéal, c'est que tout déchet devrait devenir une ressource. C'est-à-dire que là, l'utilisation elle est là, donc ça ne va pas finir voilà, ça ne va pas s'enfuir, ça ne va pas se brûler, sauf si ça se valorise pour produire l'énergie. Et l'idée c'est qu'à la fin du cycle de vie, elle soit réutilisée, réemployée, et on la dépollué pour créer de nouveaux produits. Donc on parle dans cette logique-là de deux types de produits. Il y a les composants, les produits qui sont, on va dire, biodégradables et organiques. Et après, vous avez aussi tout ce qu'on appelle les nutriments techniques. C'est-à-dire tout ce qui est métaux, ça ne peut pas être non plus mangé par la terre. Donc, et en fonction à ces réalités, à ces deux types de produits, on représente l'économie circulaire avec deux cercles, deux boucles. Ici, voilà. Ces deux boucles-là, c'était un schéma aussi de la fondation Ellen MacArthur. Donc d'un côté, vous avez la boucle organique, les nutriments biologiques, donc tous les composants chimiques, les matières agricoles qu'on peut faire de façon que ça devienne à la terre, donc on consomme et on peut la biodégrader, on va dire comme ça. Et après, de l'autre côté, après je vous présenterai une petite vidéo de 3 minutes qui va résumer encore mieux ce qui s'est en train de dire. Vous allez tout comprendre à la fin. Et donc voilà, tout ce qui a à voir avec la maintenance et les nutriments techniques. Donc, même s'il a des perditions, par exemple l'aluminium, il a des éléments, les verres, il a des choses qu'on peut recycler quasiment à l'infini, il a toujours une perte, mais dans ces logiques-là, il vaut mieux le recycler qu'aller chercher la matière première et utiliser l'énergie des débuts. Donc, les enjeux. Donc, il y a 3 champs d'action principaux de l'économie circulaire, avec 7 piliers. Donc, l'axe principal, c'est le commencement. L'économie circulaire commence du début. Donc, quand on imagine à concevoir un produit ou un service, on se pose la question déjà des types de matières premières qu'on va chercher. Parce que si on voudrait que notre produit, notre service, elle rentre encore dans la boucle de production,
il faut qu'il soit vraiment au dégradable, au recyclable. Ce sont des questions qu'on se pose dans cet stade-là. Donc on voit tout ça dans l'éco-conception. Je fais un slide exprès pour ça, parce que ça m'a paru la partie plus névralgique de la chose. Pour expliquer tout ça en détail, il faudrait plus de minutes, mais je choisis cette partie-là. Après, l'écologie industrielle et l'écologie territoriale, vous avez entendu parler de ça un petit peu ou pas? Oui, parce que disons que l'économie circulaire, elle va au-delà de la conception d'un seul produit, ou de la façon qu'on va trier, on va recycler. L'idéal, c'est vraiment faire une synergie entre les acteurs, c'est-à-dire que dans un espace plus ou moins proche, plusieurs entreprises, plusieurs organisations créatrices de valeur, elles puissent échanger leurs déchets, leurs flux, pour que les déchets d'une servent comme une ressource importante à une autre. Je vous donnerai un exemple très précis à Danemark, qui est très parlant plus tard. Donc, dans cette logique de l'offre des acteurs, il rentre aussi l'économie de la fonctionnalité. Donc, c'est tout ce que. Voilà, on a la tendance dans la société, on s'est rendu compte qu'il vaut mieux peut-être construire mieux, des choses plus costauses, que durent plus, et on loue plutôt qu'on achète. Donc, on va s'en servir plus, on va chercher plutôt la fonction que l'objet. Ou l'exemple de l'autopartage. Pour vous donner un exemple, le fameux exemple de la perceuse, qui époque aime beaucoup, voilà. La perceuse elle est faite normalement pour utiliser plusieurs heures, et on s'en sert entre 10 et 12 minutes dans toute notre vie quand on achète une perceuse, par exemple. Okay. Là, l'économie fonctionnelle va répondre à ce type de situation-là. Et donc tout ça, ça ne sert à rien si notre attitude ne change pas. Il faut qu'on soit ouvert et qu'on soit prêt à changer avec une consommation responsable, qu'on regarde plus de près nos achats et qu'on a aussi une consommation collaborative, c'est-à-dire qu'on peut mutualiser les produits et services qu'on consomme. Donc après, voilà, l'allongement de la durée d'usage, réemploi, réparation, réutilisation, et après, voilà, recyclage. Je vais aussi parler un petit peu de l'éco-conception parce que voilà, c'est de là que tout commence. Donc quand on parle de l'éco-conception, c'est parce que ouais, je pense qu'ici la plupart vous connaissez le cycle de vie des produits. Donc c'est de la même conception des produits à l'extraction des matières premières, transport, stockage, production, distribution, utilisation. Donc cette éco-conception, c'est aussi selon l'ADEME. L'idéal, c'est avoir une approche multi-étapes, donc toutes les étapes du cycle de vie, et multi-critères, c'est-à-dire tous les critères qui sont liés à différents impacts environnementaux que peut avoir la conception de notre produit ou de notre service. Et donc, alors, l'économie circulaire dans la transition. On revient pour vous expliquer voilà, comment elle s'inscrivent dedans. Donc, les objectifs en matière proprement dite de déchets, selon la transition énergétique, c'est une diminution de 10% de la production de déchets ménagers assimilés par habitant entre 2010 et 2020. Pour vous rappeler de façon générale, en France, on produit par an à hauteur de 345 milliards de tonnes par an. Et il y a seulement 19 milliards de tonnes qui sont recyclées. C'est encore très peu. Et donc on pourrait faire plus. Donc voilà, là on passe, voilà, et dans cette logique-là s'inscrit la valorisation, notamment de 70% des déchets de BTP, division par deux des ressources à la mise en décharge entre 2010 et 2025, et le recyclage de 65% des déchets non dangereux d'ici à 2025. Donc encore une fois, c'était slide pour vous montrer la pertinence et le sens que peut avoir l'économie circulaire dans cette logique-là. Alors, pour réduire les déchets et aller progressivement vers la réelle économie, l'économie circulaire, quels sont les acteurs qui sont impliqués? Pratiquement tous, les ménages, les entreprises, soit pour qu'ils produisent ces produits sur cette logique, soit pour qu'entre elles, elles vont commencer à interagir pour créer cette écologie territoriale que je parlerai avec un exemple très clair plus tard. Les collectivités locales, parce que voilà, ils posent les cadres, ils accompagnent, ils cofinancent, et voilà, et après nous tous. Voilà, comment? Donc, et comment, je mets à côté, les comment c'est lié aussi aux opportunités, parce que quand on augmente, on pense augmenter le nombre de recycleries, donc, ou de ressourcing. Là, il faut imaginer toute cette façon de faire à nouveaux emplois.
Et ça fait partie des opportunités. Donc on va développer l'utilisation des invendus alimentaires. On a vu la loi l'année dernière ou avant-dernière, par exemple sur le gaspillage dans les supermarchés, dans les restaurations. Donc toutes ces lois, ça va venir. Et il va y avoir plein de filières et plein d'exemples et des façons d'entreprendre qui vont répondre à ça. La fin de l'obsolescence programmée, voilà, je me dépêche, c'est 5 minutes. Bon, ça c'est long, mais c'est pas grave. Ça c'est un petit clin d'œil, parce qu'on va parler des défis. Alors, les défis, voilà, c'est surtout l'innovation, parce qu'il faut réinventer, il faut faire autrement, et nos changements de comportement. Pour faire un petit clin d'œil à Mario Megawatt, mercredi dernier, il est sorti son dernier scénario, et ils sont 12 points clés pour arriver à une société plus décarbonée et une société plus résiliente. Donc le point 7, il est consacré à l'économie circulaire comme un moteur de renouveau industriel. Donc ça, c'est texto. Donc pour répondre à l'évolution des besoins de l'industrie, l'industrie doit réorienter ses productions vers des biens équipés plus durables, loin de la surconsommation actuelle, et veiller au contenu des produits en énergie grise et en matériaux. En développant les filières réparation, recyclage et récupération, bon, on renforce, c'est sous les opportunités et les possibilités de nouveaux emplois. C'est possible de diviser par deux les quantités de matières minières consommées, y compris en prenant en compte le développement des énergies renouvelables qui offrent par ailleurs de nouvelles opportunités pour l'industrie. Voilà, c'est un point 7 de ça que je voulais vous apporter. Voilà, il se base, ça c'est quand se base les scénarios négatoires, donc sobriété, efficacité, utilisation d'énergie renouvelable. Alors les opportunités, voilà, plus de boulot, voilà, ça c'est une étude de la Commission européenne. Donc 23 milliards d'euros en activité entre 100 000 et 200 000 emplois en Europe pour générer l'économie circulaire. Alors elle s'inspire, du coup je ferai vite, IDOSA. Donc voilà l'exemple de Calembourg. Je vous donne que ça pour vous chercher plus tard avec des exemples. Ça, c'est l'exemple phare, c'est des cas d'école. Ça existe plus de 30 ans. Plusieurs entreprises se sont organisées autour d'un port et pour s'échanger des petites choses entre elles de façon assez virtuelle. Ça, c'est quelques exemples. Il a la plus grande centrale électrique de Danemark vend de la vapeur à la raffinerie de pétrole, laquelle vend au retour ses eaux usées qu'elle utilise comme mode de refroidissement. Elle vend également de la vapeur à 3 autres sociétés. L'eau tiède produite est vendue à une ferme piscicole. Ça, c'est que 2 exemples, mais c'est énorme ce qu'ils font. Alors, je vous invite à piocher là-dessus. Après, il a les relais, c'est un exemple. Voilà, c'est vraiment la pleine économie circulaire. C'est une entreprise qui travaille avec l'insertion. Voilà, c'est le point où j'espère que vous jetez votre petite linge là ou un TCL. Il a des autres organisations comme eux. Et après, il a, lui, Thomas Ouvrier, je fais un peu la pub, hein, et lui, il est dans une démarche aussi d'économie circulaire, et ça pose des questions sur la fabrication de jeans. C'est énorme l'impact carbone, l'impact énergétique, ça voyage beaucoup d'un côté à l'autre, il fait le pari de faire ces jeans, il l'appelle 1083, parce que voilà, c'est le point plus distant d'un point à un autre en France. Donc ces jeans-là, il garantit qu'il est tout à fait fait en France. Hélas, en France, on n'a pas de coton, donc encore, il se rapproche de sa matière première, il essaie de chercher des filières durables et équitables, mais elle va sur les bons chemins pour faire son jean vraiment 100% parce qu'elle a commencé à concevoir des jeans avec des jeans recyclés. Donc vous amenez votre jean, et ça va être la matière première pour lui. Et même, elle est en train de concevoir des patrons pour faire des jeans open source, c'est-à-dire que nous pouvons nous faire nous-mêmes notre propre jean. Et là aussi, des petits boucles d'oreilles, par exemple, qui sont faits avec des caoutchouc. Donc des exemples, il y en a plein. Après lui, il a aussi les tricolores pour tricoter et tricolores de la France. Elle fait des pulls, et là ce n'est pas un, et il fait des pulls avec des chutes de bonnets. Donc là, c'est vraiment 100% circulaire. Vous pouvez aller à son site, et ils sont à Romain, donc à côté. Après, je pense que j'ai pris mes montants parce qu'il y a une petite vidéo que vous pourrez voir très bien. Voilà, parce que ça c'est chouette pour le finir. Alors, tu fais ça. Ah, mais il nous faut le sang. On a un petit Jacques par là. Dans le cycle naturel, il n'y a pas de décharge. Les matériaux y circulent. Les déchets d'une espèce constituent la nourriture d'une autre.
L'énergie provient du soleil. Les organismes se développent et meurent. Les nutriments retournent simplement à la terre. Et ça marche. Pourtant, nous autres humains avons adopté une approche linéaire. On prend, on fabrique et on jette. Un nouveau téléphone sort, hop, on jette l'ancien. Notre machine à laver déclare forfait, alors on en achète une autre. Chaque fois que nous faisons cela, nous puisons dans des ressources limitées et produisons des déchets toxiques. Ça ne peut tout simplement pas fonctionner sur le long terme. Alors, où est la solution? Si nous acceptons que le modèle naturel fonctionne, pouvons-nous changer notre façon de penser de manière à adopter une économie circulaire? Commençons par le cycle biologique. Comment nos déchets peuvent-ils construire du capital naturel plutôt que le dégrader? En repensant la conception des produits et de leurs composants, ainsi que leurs emballages. Nous pouvons produire des matériaux sains, compostables, qui serviront d'engrais. Résultat, aucune ressource n'a été perdue dans le processus. Alors qu'en est-il des machines à laver, des téléphones portables, des réfrigérateurs? On sait bien qu'ils ne sont pas biodégradables. C'est là qu'intervient l'autre idée importante. Il s'agit de faire circuler les métaux, les polymères et les alliages, de façon à ce qu'ils conservent leur qualité et continuent à être utiles au fil de leur vie dans différents objets. Et si les produits d'aujourd'hui devenaient les ressources de demain? D'un point de vue commercial, c'est tout à fait sensé. À la place de la culture jetable, à laquelle nous nous sommes habitués, nous adopterions un modèle de régénération, où les produits et leurs composants seraient conçus pour être désassemblés et recréés. Une solution serait de revoir notre conception de la propriété. Et si nous ne possédions pas véritablement nos produits? À la place, nous pourrions les louer aux fabricants. Maintenant, mettons ces deux cycles ensemble. Imaginez qu'il soit aisé de rendre les objets à leurs fabricants. Leurs matériaux techniques seraient alors réutilisés et leurs composants biologiques pourraient être valorisés dans l'agriculture. Et imaginons que ces objets soient produits et transportés à l'aide d'énergies renouvelables. Nous aurions alors un modèle prospère sur le long terme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des entreprises ayant adopté cette façon de procéder. Mais une économie circulaire, ce n'est pas l'affaire de fabricants ou de produits isolés. Pour que le modèle fonctionne, il doit s'appuyer sur un réseau d'entreprises interconnectées, formant une infrastructure. L'énergie a également une grande importance. Il s'agit ni plus ni moins de la refonte du système. De nouvelles perspectives et horizons s'ouvrent à nous. Plutôt que de subir les limitations du présent, en combinant créativité et innovation, nous pouvons réellement repenser et redessiner notre avenir. Voilà, donc je finirai avec une petite slide pour aller plus loin. Bon, ça c'est une petite phrase que j'aime bien. Donc il faut essayer un peu, hein, parce que c'est vrai que c'est une risque catastrophique. Pour aller plus loin, donc il y a quelques acteurs intéressants que vous pouvez piocher. Bon, il y a l'ADEME, il y a cette fondation, de MacArthur, il y a l'ORE, Eclaira, donc ce sont des réseaux dans lesquels vous trouverez vraiment des contacts, des liens, des aides, des financements pour des projets qui peuvent être liés à cette démarche. Je vous invite à me poser des questions, sachant que je ne sais pas si vous pouvez tout répondre, mais aussi à me faire des commentaires aussi pour voir si vous êtes confrontés et affrontés à une situation liée de près ou de loin à l'économie circulaire.